Et la parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe UMP. Pour 5 minutes, Madame la députée. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente, pardon. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la mission enseignement scolaire est par son volume la première de l'État avec 64 milliards d'euros. L'école et la jeunesse sont au cœur de la politique du gouvernement, soit. Par ailleurs, Monsieur le ministre, on dit que vous êtes habité par votre poste, que vous savez parler aux enseignants, que c'était le rêve de votre vie, soit. Même dans l'opposition, on ne peut donc, au regard des enjeux, l'école de demain, que se réjouir de ces deux bonnes nouvelles. Néanmoins, vous me permettrez, après avoir noté les bons points de votre refondation, d'en pointer les limites et les inquiétudes qu'elle suscite au risque de passer à côté des 150 000 jeunes qui sortent chaque année de l'école sans diplôme, compromettant leur avenir professionnel et gonflant les rangs des NEET, Not in Education, Employment or Training. Au registre des bons points figure votre habile concertation qui a eu pour résultat d'imposer le consensus sur des mesures préconisées depuis plusieurs années par les classements PISA. Il est en effet essentiel de réformer l'école en profondeur. L'éducation est le creuset de la République et cette réforme doit donc se faire à partir de fondations solides. Or, les nouvelles fondations que vous entendez bâtir sont bancales et ne favoriseront pas la réussite. Si nous partageons donc le même diagnostic, je ne partage pas votre thérapeutique. S'agissant tout d'abord de la réforme des rythmes scolaires, qui va corriger ce qui était une anomalie, quid du financement, de la négociation et des compensations. S'agissant du renforcement des moyens en primaire, parent pauvre de notre système et pourtant fondement de toute scolarité, la priorité a été axée sur la grande section de maternelle et l'école primaire. On pourra néanmoins être sceptique sur l'opportunité actuelle de rajouter de nouvelles matières qui vont entrer en concurrence avec les matières fondamentales en termes d'horaire. L'éducation à la santé, l'éducation à la sexualité, la lutte contre les stéréotypes à partir de 6 ans, l'éducation aux médias et à la formation, la morale laïque, était-ce justifié et raisonnable? À côté de la bonne maîtrise des fondamentaux, ne fallait-il pas plutôt mettre l'accent sur l'anglais, matière où la France reste un cancre 23e sur 54, lorsque l'on sait que nous sommes loin derrière les pays scandinaves avec un niveau très moyen et que des études récentes montrent qu'avoir un bon niveau d'anglais est un signe de développement pour un pays. S'agissant maintenant de l'amélioration de la formation des enseignants, je ne peux que souscrire aux mesures prévues. Mon collègue Frédéric Reiss l'avait d'ailleurs évoqué en 2011 avec sa mission d'information. La masterisation était un peu trop académique et pas assez pédagogique. Ne craignez-vous pas finalement que la diversité de vos recrutements soit source de problèmes et que la qualité du recrutement s'en ressente? En commission, vous aviez d'ailleurs affirmé que ce qui est essentiel pour le recrutement, l'essentiel est de redonner au métier d'enseignant sa valeur, sa place au sein de la société. N'est-ce pas le contraire de ce que vous faites? Ne fallait-il pas plutôt, à la suite de Luc Châtel, maintenir le niveau d'études et continuer à revaloriser les rémunérations? Pour finir, alors que l'effet maître est connu et reconnu par tous, permettez-moi de douter de vos gadgets pédagogistes, avec la fin des devoirs à la maison, la suppression des mauvaises notes, etc., et de souligner leur nocivité. Le suivi personnalisé de l'enfant, avec ou sans notes et sanctions, est celui qui a fait ses preuves dans nos pays. Je veux aussi parler de l'enseignement privé, puisqu'effectivement c'est le seul programme à stagner, alors que le projet annuel de performance précise que l'État réaffirme vis-à-vis des établissements privés sous contrat les mêmes exigences que pour le public. Est-ce que cela veut dire que le privé doit faire aussi bien avec les mêmes moyens? S'agissant du service public de l'orientation qui va être régionalisé, cela semble être une bonne chose. Mais entendez-vous également rapprocher de la même manière l'école et l'entreprise et de favoriser davantage l'apprentissage? Enfin, s'agissant de l'obligation de formation continue des enseignants, c'est effectivement une chose positive et c'est un canal de diffusion important. Et je pense que l'on pourra le rattacher avec la formation sur le handicap dont parle M. Ménard à la fin de son rapport pour avis, donc centré sur la scolarisation des enfants handicapés dans le primaire. Pour conclure, Monsieur le Ministre, si votre budget est plein de bonne volonté, son contenu n'est pas à la hauteur de l'ambition affichée.
Votre budget se cantonne à une logique de moyens et privilégie une approche quantitative et égalitariste. Pour favoriser la réussite, il aurait dû s'inscrire dans une culture qualitative et de résultats qui aurait valorisé le mérite. Être un bon philosophe, Monsieur le ministre, ne fait pas de vous un bon architecte, car lorsque les fondations sont mauvaises, le résultat n'est que cosmétique et le résultat raté. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.